bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, que vous retrouvez sur le site parolehistoire.fr, sur la chaîne YouTube du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires, laisser des notes sur Spotify, iTunes, etc. Tout ce qui aide à faire connaître le podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Charles-Antoine Vanek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur junior à Sciences Po Lille et vous venez publier aux presses de Sciences Po Sauvé, une histoire des secours d'urgence en France. Donc un livre avec une magnifique couverture rouge et avec une fourgonnette de secours, un brancard. Et on voit tout de suite de quoi on va parler. On va parler donc de la prise en charge des gens en danger vital par toute une chaîne médicale, mais pas seulement. On va en parler et comment ce qui nous paraît aujourd'hui évident, on appelle le 15 quand il y a un problème grave, un accident, etc. En fait, est loin d'être une évidence historique. Ça a mis du temps à se mettre en place. Petite question pour aborder le sujet. Est-ce que vous connaissez vous-même les gestes de secouristes et de premiers secours, en ayant travaillé longtemps là-dessus ? C'est une question un peu piège. En effet, j'ai été formé il y a une dizaine d'années, mais il faudrait que je me procède au recyclage. Et donc, je pense que c'est vraiment utile en parlant de ce livre de m'y mettre. Oui. Alors, le livre traite le XXe siècle, en gros, les lendemains de la Grande Guerre. Mais si on monte un petit peu avant, qu'est-ce qui se passait si en 1900, on se prenait un coup de sabot de cheval dans une rue française ? Il n'y avait pas de fourgonnette, évidemment. Il n'y avait pas de service d'urgence aux hôpitaux. Donc, il se passait quoi quand quelqu'un subissait un accident grave ? Tout dépend en fait du lieu où l'accident se déroule. Hein. Qu'on soit dans des villes ou dans des campagnes, les situations sont très très variées. Et c'est un des enjeux du livre de montrer justement au début du XXe siècle la diversité, la pluralité des formes de prise en charge de l'urgence. J'ai essayé de montrer que le cas parisien en fait est particulièrement emblématique et distinct de l'ensemble du reste de la situation en France, puisque à Paris on dispose dès la fin du XIXe siècle en réalité d'un éventail de procédures pour prendre en charge l'urgence, de la police aux sociétés de secouristes, en passant par l'assistance publique qui déjà a mis en place en fait des systèmes qui permettent de prendre en charge les blessés. Et donc, voilà, cette situation un peu exceptionnelle n'a rien de commun avec ce qu'on peut trouver dans un certain nombre de villages ou de bourgs français, où là, pour faire appeler le médecin, c'est un processus qui prend du temps, et où on compte avant tout sur les témoins, éventuellement les sociétés de sauveteurs qui peuvent exister ici ou là. Sachant que ça s'inscrit dans une histoire plus longue, notamment de la philosophie des sciences, du savoir, où on a, entre guillemets, découvert au XVIIIe siècle qu'on pouvait réanimer des gens, des gens en apparence noyés, en fait, on pouvait les réanimer, que la frontière entre la vie et la mort a été un peu repensée à la fin de l'époque moderne, au début de l'époque contemporaine. Oui, tout à fait. Donc, ce sont les grands apports de l'historiographie de ces dernières années, en particulier d'un très beau livre de mon collègue Anton Salechny qui a publié il y a quelques années un livre intitulé Du tabac pour le mort et qui montre bien comment, au XVIIIe siècle, il y a un retournement anthropologique, mais qui repose aussi sur l'essor de savoirs médicaux qui laisse penser que finalement la mort n'est pas un moment, mais plutôt un processus contre lequel il est possible de lutter. C'est une vision aussi optimiste, on va dire, de la vie. Hein. On peut désormais, par des gestes qui sont enseignés, qui sont diffusés au sein de la population, ramener à la vie des noyés, des asphyxiés, des personnes qui, en apparence, sont mortes. Et donc voilà, ça crée tout un nouveau paradigme finalement, qui n'est pas seulement un paradigme médical, on y reviendra sans doute, qui permet au plus grand nombre de s'impliquer justement dans ces gestes d'urgence et de mettre en place cette chaîne des secours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet pour en faire donc un sujet de thèse et maintenant de livre ? Au départ, c'était une interrogation très large sur la notion d'urgence dans la société contemporaine. Et c'est le hasard des rencontres qui a permis de cadrer un petit peu plus précisément ce sujet. Je suis parti d'une rencontre avec le docteur Xavier Emmanuelli, un fondateur du SAMU social de Paris, qui, lui, n'avait pas d'archives a priori à me montrer dans les années 2000, au début des années 2010. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur un très beau fonds d'archives du ministère de la Santé, qui était à l'époque en cours de traitement et donc j'ai pu consulter aux archives nationales. Le fonds du Bureau des secours d'urgence, qui a été piloté pendant une quarantaine d'années par le même fonctionnaire, René Coirier, qui est un peu le héros de cette histoire, il faut le dire, parce que en fait, cet acteur a construit une politique de toutes pièces, face un peu à l'adversité, on pourrait dire, et donc ce fonds d'une quarantaine de cartons est d'une richesse exceptionnelle pour documenter vraiment la mise en œuvre de cette politique publique. Alors vous avez dit le héros, mais c'est intéressant parce que tout votre livre, ça combat aussi l'histoire héroïque, parce que
que quand on parle comme ça d'une nouveauté, que ce soit technique ou sociale, voilà, on pourrait penser à l'iPhone, hein, et de la même manière ici, à l'invention en quelque sorte des urgences. Il faut aussi se méfier des récits héroïques qui disent, voilà, il y a une personne, c'est Steve Jobs qui a tout fait. On sait évidemment que la réalité est plus complexe. C'est sans doute aussi vrai pour les urgences. Donc, dans l'historiographie, dans la manière dont cette histoire a été racontée, il y a pas mal d'héroïsation d'acteurs qu'il a sans doute fallu un peu décaper. Complètement. Alors c'est d'abord une histoire qui a été écrite avant moi par des médecins, essentiellement, qui sont des pionniers, comme pour reprendre le terme consacré, pionniers de services, pionniers des SAMU dans différentes villes de France. Et il est vrai que imposer mon récit lorsque je les ai rencontrés, que j'ai pu discuter avec eux, n'a pas toujours été simple, hein. J'ai le souvenir d'une rencontre où on m'a dit, mais en fait je suis l'inventeur du SAMU, et voilà, ce discours était un petit peu difficile à déconstruire. Néanmoins, en montrant justement, en allant voir d'autres types de sources, il est bien possible de déplacer le regard. Et en effet, la question de l'héroïsation a été une question centrale, parce que derrière cette histoire du sauvetage, hein, du fait de sauver des vies, il y a forcément des figures de héros qui se construisent. Et en prenant cette figure de René Coirier, mais avec d'autres sur lesquels on reviendra sans doute, il était intéressant pour moi de montrer que ça n'avait pas forcément eu lieu comme souvent on le raconte. Alors René Coirier, c'est surtout les années 1960. Si on remonte plutôt à l'origine de ses préoccupations, de la mise en forme vraiment de la notion d'urgence, il y a quand même la Grande Guerre et un certain nombre d'apports de la Grande Guerre, dont les savoirs pratiques des médecins proches du front, qui ont constaté que quand quelqu'un était déchiqueté par un obus, plus tôt on le soignait et plus il avait de chances de survie. Et cette idée du rapport au temps, dans quelle mesure la guerre l'impose ou en fait une préoccupation absolument évidente pour les gens au lendemain du conflit. Alors là encore, c'est un des enjeux du livre, de discuter un petit peu le rapport des guerres à la médecine d'urgence et à la prise en charge de l'urgence, parce que souvent on dit effectivement que l'urgence que l'on connaît et les services d'urgence civile que nous connaissons et que nous utilisons parfois sont issus de la guerre. Alors c'est en partie vrai, mais pas seulement. Et en effet, la Grande Guerre joue un rôle déterminant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je commence dans les années 20, pour montrer aussi tous les apports de cette Première Guerre mondiale dans le paradigme de la médecine d'urgence, avec notamment la question des savoirs médicaux, des savoirs chirurgicaux, et puis cette réflexion sur le temps qui est bien mise en évidence par certains chirurgiens de l'armée. Je commence d'ailleurs l'introduction de mon livre par un petit tableau de corrélation entre le temps de prise en charge des blessés et le pourcentage de survie, hein, les chances de survie. Et ce petit tableau, il est très intéressant parce qu'il est publié dans une revue médicale en 1917, et en réalité, il est repris, cité par des médecins de SAMU nombreux dans les années 60 et 70 qui se réfèrent à cette objectivation, on pourrait dire, de l'efficacité des secours et de la nécessité d'organiser un service d'urgence pour pouvoir promouvoir justement leur système dans les années 70. Avec un paradoxe malgré tout, c'est qu'au lendemain de la Grande Guerre, le corps médical, certes, a eu beaucoup d'acquis, mais il y a aussi pas mal de médecins qui disent on a été réquisitionnés pendant 4 ans dans une médecine étatisée, avec des normes venues d'en haut, ça commence à bien faire, on va retrouver la médecine libérale, et finalement tout le monde n'est pas très chaud pour se fondre dans un moule qui serait celui d'autorité publique qui dicte le rapport à l'urgence. Donc finalement, c'est pas immédiat, quoi, cette idée qu'on va transposer la médecine de guerre en ville après la guerre. Il y a plein de gens qui sont pas du tout partants. Absolument. Donc le point de départ du livre, c'est aussi ce décalage important entre ce que Vincent Viette montre très bien dans son livre La santé en guerre, un livre de 2015, donc, que j'ai lu et que j'ai discuté aussi pendant l'élaboration de la thèse dont est issu le livre. Et en réalité, voilà, après la Première Guerre mondiale, tous ces savoirs, toutes ces expériences, elles ne sont pas réinvesties, elles ne sont pas remobilisées par les médecins eux-mêmes, sauf dans l'exercice concret de leur pratique, mais pas à l'échelle en tout cas d'une organisation qui serait étatique ou qui serait à l'échelle des territoires. Et donc c'est un peu sur ce décalage que je me suis interrogé, puisque en effet on voit bien que tout ce qui a été pensé et mis en œuvre pendant la guerre n'est pas suivi forcément des faits. Et de mon point de vue, c'est un véritable chantier d'histoire sociale et d'histoire aussi des savoirs qu'il reste à conduire sur justement le suivi de ce que ces médecins ont pu expérimenter pendant la Grande Guerre et le retour justement dans la vie civile.
Comme il n'y a pas d'organisation de l'urgence nationale, étatique au lendemain de la Grande Guerre, on a une myriade de gens finalement qui sont concernés. On a des associations, des maîtres nageurs, la Croix-Rouge qui joue un grand rôle. Et puis, un truc qu'il faut souligner, c'est les automobilistes. Aujourd'hui, les automobilistes, bon, voilà, on a sa voiture, on conduit, mais à l'époque, on est beaucoup plus dans une association, on a un rôle civique, ou en tout cas, on dit qu'on l'a, et du coup, lorsqu'on voit un blessé sur la route, on est censé intervenir. Donc, est-ce qu'on peut dire un mot de ce rapport entre l'automobile et l'urgence, qui en fait est très structurant au XXe siècle? Tout à fait. Donc, dès les années 1920, les automobilistes sont peu nombreux statistiquement. Et en effet, ils sont souvent organisés dans les automobiles clubs, dans des associations de conducteurs, qui les amènent finalement, comme dans une association sportive, à nouer des relations en fait, d'entraide qui sont liées aussi à un paradigme plus ancien hein, du rôle de la citoyenneté qu'a bien montré aussi Frédéric Caille sur le citoyen secoureur. Et donc, le fait de conduire donne des droits mais donne aussi des devoirs sur la route. Ce qui est bien rappelé aussi par l'organisation de la gendarmerie et une circulaire sur la police de la route de 1928 qui paraît en fait à un moment où le trafic automobile connaît une certaine croissance. Alors, ce sera évidemment beaucoup plus important après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà dans l'entre-deux-guerres, on a affaire à cela. Sachant qu'en plus, dans plein de campagnes françaises, le premier à avoir une auto, c'est le médecin ou le vétérinaire pour faire ses tournées. Tout à fait. Donc, on a aussi cette idée que le médecin est le mieux placé pour agir vite. On a aussi publicité pour les trousses de secours, un peu plus tard pour le radiotéléphone qui montre bien que le médecin est l'acteur numéro un à utiliser l'automobile. Mais on a aussi à côté du médecin et du vétérinaire, évidemment des commerçants qui commencent à s'équiper. Et ça aura aussi un rôle un peu plus tard hein, dans l'équipement des camionnettes en ambulance. Alors, on est dans ces années 1920-1930 où les choses bougent très lentement et finalement, il y a une prise en charge un peu variée, associative, médicale de l'urgence quand elle se présente. Il y a un certain nombre d'accélérations et je me suis demandé en vous lisant dans quelle mesure le fait divers avait été un facteur d'accélération. Vous en citez deux notamment qui ont été importants. La grande catastrophe ferroviaire de 1933 à Lagny, l'assassinat de Paul Doumer. Et dans la même collection que votre livre, il y a quelques années, il y avait un très bon livre de Judith Reinhorn, Blanc de plomb, qui montre comment l'interdiction de la peinture au plomb, finalement, plein de gens en parlaient, mais il a fallu un fait divers. D'ailleurs, dans son livre, elle raconte que c'est un fait divers fictif. C'est un journal qui dit qu'un enfant s'est empoisonné en buvant de la peinture au plomb. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais en tout cas que ça a suffisamment suscité d'intérêt public à travers le fait divers pour que des gens se mettent à légiférer, à agir. Dans quelle mesure le fait divers peut être un accélérateur, sachant qu'on parle d'accidents et que les accidents, parfois, c'est des catastrophes qui sont très spectaculaires? Les catastrophes, en effet, donnent lieu à beaucoup de discussions, à des débats aussi à la Chambre des députés. C'est le cas à la suite de la catastrophe de Lagny, hein, qui fait plus de 200 morts. Donc c'est vraiment une immense catastrophe ferroviaire au début des années 30. Et en effet, il y a beaucoup de débats sur les défauts, sur les défauts, sur les problèmes des secours, l'insuffisance de l'organisation des secours. Pour autant, ces débats sont suivis finalement d'assez peu d'effets dans le cas de l'organisation des secours d'urgence, sauf peut-être dans le cas de l'assistance publique à Paris, encore une fois. Comme j'ai dit, le Paris est une situation assez exceptionnelle. Et justement, l'assistance publique a les moyens, parce qu'il y a déjà en fait des structures qui existent, des acteurs qui sont spécialisés finalement sur ces questions, et qui vont, dans les années 30, réfléchir à l'organisation, une organisation plus efficace, et mettre par exemple en place un hôpital d'urgence en 1936-37, hein, l'hôpital Marmottan, qui va avoir une existence éphémère et je crois un succès tout à fait relatif par rapport à cette organisation d'ensemble. Mais néanmoins, ça témoigne hein, de cette réaction finalement à ces événements des années 30 qui sont médiatisés. Un marqueur des évolutions dans les années 30, c'est le fait que le mot ambulance est en train de changer de sens. Alors quand on dit ambulance aujourd'hui, 99% de nos contemporains penseront à cette voiturette avec des sirènes, avec un équipement médical à l'arrière, un brancard, etc. Mais une ambulance, au départ, c'est pas du tout ça. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, l'ambulance, c'est le poste de secours où on soigne un blessé. Comment ça change de sens, ce mot d'ambulance ? Alors Vincent Viette l'explique bien aussi dans son livre sur la santé en guerre. En effet, ce poste de secours, il est déplaçable avec l'évolution du front, le déplacement du front. Et en effet, au départ, on parle de voiture d'ambulance ou de véhicule d'ambulance. Progressivement, dans les sources, on voit en effet la stabilisation du terme ambulance autour de l'automobile. Ça se produit vraiment dans les années 1920 et ça se produit surtout avec l'essor de l'automobile qui fait que de plus en plus, l'ambulance, c'est en fait un véhicule automobile
automobile dans lequel monte un infirmier, une infirmière pour prodiguer les premiers soins. Et de plus en plus, les systèmes hippomobiles qui étaient fréquemment utilisés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle vont être abandonnés. Et donc, on va avoir cette stabilisation en gros, dans les années 20, autour de cette notion d'ambulance. J'imagine que c'est des questions qui se posent dans d'autres grandes villes européennes, cette question de que faire des blessés, des accidentés. Est-ce qu'il y a des circulations? Est-ce qu'il y a une expertise un peu conjointe, des gens qui s'intéressent à ça? Oui, en effet, il y a des circulations à l'échelle européenne, mais aussi des circulations transatlantiques, puisqu'on voit comment les premières ambulances urbaines mises en place dans la ville de Paris en 1887 sont directement inspirées de ce qui se passe à New York, avec un médecin philanthrope qui se rend à New York dans les années 1880, Henri Nashtel, et qui essaie justement de faire pression sur les pouvoirs publics parisiens pour mettre en place un système. On voit aussi comment, au-delà des ambulances, par exemple les postes avertisseurs qu'on utilise pour appeler les secours dans l'espace public, il y en a 700 dans la ville de Paris dans les années 20. Et bien, ce système, en fait, il vient de dispositifs qui sont déjà fortement répandus en Europe du Nord, mais aussi, par exemple, au Brésil, à Rio, on voit dans les archives de la préfecture de police des correspondances avec justement la police de Rio, où ce système est déjà mis en place dans la première partie du XXe siècle. Et d'ailleurs, on apprend en vous lisant que dès 1928 à Paris, il y a un numéro qu'on peut appeler pour appeler police secours. Alors, la police, aujourd'hui, on appellerait plutôt les pompiers ou le 15. Qu'est-ce qui fait que la police est en première ligne ? La police, en fait, c'est l'institution qui est la plus réactive. Depuis l'époque moderne, beaucoup de travaux l'ont bien montré. Et cette capacité de réactivité, cette présence dans l'espace public, cette disponibilité des agents qui sont aussi visibles, les prédispose en réalité à agir rapidement. Et donc, cette question du temps qui est fondamentale pour la conception, l'évolution de la conception de l'urgence vitale, rend les agents de police en fait indispensables à la mise en place de services en fait dès le 19e siècle. Et puis en effet dans l'entre-deux-guerres avec cette création de police secours qui est un dispositif en fait assez ambitieux, puisque c'est à la fois un dispositif d'appel, mais aussi la police parisienne est formée aux gestes de premier secours. Il y a tout un investissement, on pourrait dire, de la préfecture pour former ces agents. La police est mise à l'école même des pompiers, qui eux-mêmes mettent au point un certain nombre de techniques de lutte contre l'asphyxie. Et on voit donc se mettre en place une structure à la fin des années 20 qui va perdurer à Paris et se stabiliser et être vraiment essentielle dans le paysage des secours jusque dans les années 80 en réalité. Alors le livre montre que la Seconde Guerre mondiale est un tournant assez important, finalement pas seulement à partir de 1939, mais l'anticipation de la guerre avec le fait que tout le monde craint des bombardements aériens au gaz et que du coup il faut se dire comment on va protéger la population. Il y a un climat anxiogène qui conduit finalement à une certaine prise en charge de la question de l'urgence, de la protection des populations par les autorités, même si voilà, c'est pas complètement concrétisé, mais on n'attend pas 1939 en gros pour que ce soit une préoccupation. Dans toute la période des années 30, on a effectivement une réflexion qui est conduite à différentes échelles. On dit souvent que l'échelon étatique est un petit peu lent en France par rapport à d'autres pays européens, notamment les pays autoritaires ou les régimes totalitaires aussi, qui finalement font de cet enjeu un enjeu essentiel dès le milieu des années 30. Voilà, en France, ça prend un peu plus de temps, mais on voit que cette préparation des populations, elle s'effectue à différents niveaux. Pour faire le lien avec une enquête plus récente que j'ai menée après l'écriture de ce livre, la préparation des populations à utiliser les masques à gaz, par exemple, avec donc cette idée que toute la population est concernée par des gestes d'urgence, qui ne sont pas forcément des gestes de premier secours, mais par une attitude qui permet de réagir en cas d'attaque, en cas de bombardement. Et on pense en réalité que la guerre chimique va être le cadre, en tout cas que la guerre chimique va avoir un impact important si un conflit survient, ce qui n'est pas forcément le cas. Pour autant, c'est vraiment cela qui amène à la préparation des populations dans les années 30. Alors, sous Vichy, il y a une forme de politisation de l'urgence et de l'aide aux blessés, dans la mesure où beaucoup de gens sont blessés par des bombardements anglais puis états-uniens. Et du coup, c'est l'occasion de mettre en scène les institutions vichistes comme protégeant les populations. En pratique, vous montrez que c'est pas tellement le cas, au sens où il n'y a pas d'investissement massif du gouvernement sur ces enjeux, mais ça peut se montrer, ça peut se mettre en scène.
Ça peut se mettre en scène, en effet. Ce sont surtout les associations de secourisme qui là vont jouer un rôle important. Et là, la principale association, la Croix-Rouge française, qui est unifiée, parce qu'au départ ce sont 3 sociétés distinctes, mais c'est le régime de Vichy qui demande l'unification de ces 3 sociétés en 1940. Donc la Croix-Rouge française, elle naît, on pourrait dire, véritablement de ce contexte d'urgence, ce contexte de guerre. Et donc le secourisme et l'enseignement des gestes de premier secours est mis à l'agenda, avec des préoccupations qui sont pour partie valorisées en effet par le régime de Vichy, même si c'est beaucoup plus complexe parce que dans ces réseaux de secouristes, on a aussi des réseaux de résistants qui s'entrecroisent et qui... Oui, parce que les résistants aussi, ils ont besoin de pouvoir soigner en urgence, faire un tourniquet sur un membre de quelqu'un qui a été blessé au combat. Voilà, eux aussi, l'urgence compte. Tout à fait. Alors on a aussi un certain nombre de médecins ou d'étudiants en médecine qui sont présents dans les maquis et qui vont se doter d'une culture de l'urgence dans ce contexte de guerre. La libération, c'est un moment où on pourrait penser qu'il y aurait un élan social, étatique, avec la création de la sécurité sociale en particulier, qui aurait permis de généraliser les choses. Qu'est-ce qui fait que c'est pas tout à fait le cas ? C'est pas tout à fait le cas parce que il y a d'autres urgences, on pourrait dire, d'autres urgences sociales. Et la création de la sécurité sociale, en fait, rend évidemment possible la prise en charge de toutes ces urgences d'une manière inédite, on pourrait dire, à une échelle nationale. Pourtant, la question des secours d'urgence reste un petit peu de côté parce que en fait, on est toujours dans cet éclatement des acteurs, des structures, des institutions qui sont amenés à prendre en charge l'urgence. On a très peu de temps après la guerre une circulaire très très importante, très ambitieuse en 1949, qui est la première circulaire sur les secours d'urgence, extrêmement ambitieuse parce qu'elle prévoit une organisation sur l'ensemble du territoire qui est pilotée à l'échelle départementale en principe. En fait, cette circulaire qui pourrait inspirer encore aujourd'hui les pouvoirs publics et qui est vraiment très 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 dense et très très complète, avec une pensée sur le temps justement et sur le rapport entre temps et efficacité des secours, elle reste lettre morte parce que justement les préfectures ont du mal à harmoniser en quelque sorte toutes les structures qui interviennent. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est de montrer que le rapport finalement à la vie humaine change au cours de la période. Pour le dire simplement, on a une séquence quand même 1914-1962 qui est une séquence guerrière. Finalement, les pertes à la guerre, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre coloniale, sont tellement quotidiennes que mort sur la route est peut-être moins scandaleux. Les choses s'inverse quand même au cours des années 1960, avec aussi une forme de prospérité retrouvée, de société plus tournée vers la consommation, le bien-être. Et du coup, ça change aussi la réflexion sur est-ce qu'il faut à tout prix sauver une vie ? En effet. Donc on est dans un contexte des 30 Glorieuses qui amène beaucoup de transformations en profondeur de la société française, plus largement des sociétés européennes. Et en effet, le fait de sortir de ce cycle guerrier qui a duré plusieurs décennies amène justement cette réflexion. Alors le phénomène qui est croisé, c'est que dans les années 60, dès la fin des années 50, mais surtout dans les années 60, on a affaire à une forte croissance de la mortalité sur les routes. Donc on passe de quelques milliers au début des années 60 à 18 000 morts en 72. Donc on a une croissance continue de la mortalité sur les routes, avec un nombre de blessés qui est considérable. Quand on a 18 000 morts sur les routes en 72, on a 300 000 blessés. Donc on compare à cette époque-là le nombre de blessés en une année à la population de la ville de Bordeaux. Donc chaque année, il y a ces chiffres qui sont mis en regard de la population de Ville-de-France. Voilà, Mazamet rayé de la carte parce qu'il y a 18 000 habitants ou 16 000 habitants, donc c'est l'équivalent du nombre de morts sur la route à la fin des années 60, au début des années 70. Ce qui est, il faut quand même mesurer ce que ça représente. Je crois qu'aujourd'hui, on est à moins de 3 000, ou en tout cas, les chiffres sont dans cet ordre de grandeur. C'est impensable. C'est impensable et dans toutes les familles, en fait, il y a des personnes qui sont touchées de près ou de loin par ces accidents de la route. À une époque, il faut le dire, où il n'y a pas de ceinture de sécurité obligatoire ni limitation de vitesse. En tout cas, c'est des choses qui se mettent en place lentement et tardivement, pourrait-on dire. Voilà, on peine à reconstituer vraiment les conditions de sécurité. Par ailleurs, les véhicules sont évidemment beaucoup moins dotés d'équipements de sécurité. C'est de la tôle, ce qui fait que lorsque vous rencontrez un platane ou un arbre, eh bien, vous avez beaucoup de chances d'avoir un accident très très grave. Et donc, les chirurgiens et les médecins sont confrontés à des cas en fait, de polytraumatisés extrêmement graves de manière de plus en plus fréquente dans ces années. À quel moment est-ce que la culture populaire, je pense au cinéma en particulier, commence à refléter ça ? Autant dans les films des
les années 1920-1930, l'accident est grave et pas forcément quelque chose qu'on voit. Peut-être dans La Bête humaine, il faudrait revoir, parce qu'il y a ça dans le roman de Zola. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on commence à voir ça? Vous citez des films emblématiques de la période, en particulier, évidemment, ça m'échappe, Romy Schneider, Les choses de la vie. Voilà, Les choses de la vie, qui est vraiment un accident de voiture au ralenti. Mais voilà, à quel moment on sent que la culture populaire, que la question de l'urgence imprègne la culture populaire? Dans les années 60, on a plusieurs films qui mettent en scène l'accident de la route. Voilà, je crois que je cite aussi le film de Godard, Week-end, hein, qui doit dater de 67, où on voit plusieurs séquences sur cet embouteillage monstre. Et on est dans ces années où finalement, il y a un changement aussi de culture par rapport à l'automobile, puisque les populations s'équipent massivement, que les infrastructures routières ne sont pas encore complètement adaptées. Et donc, on a vraiment un hiatus entre les comportements sociaux et puis les possibilités en termes justement de prise en charge en urgence. Dans Les choses de la vie, on voit justement une ambulance qui prend en charge, et c'est tout un enjeu de montrer ces secours qui s'organisent. Mais pour que les ambulances puissent arriver, il faut aussi des infrastructures qui rendent possible justement à la fois l'appel, mais aussi le déplacement sur les lieux de l'accident. Avec aussi un facteur qui est intéressant, c'est que l'automobile, ça concerne tout le monde, y compris, et même en partie de manière principale, les classes supérieures qui possèdent des automobiles, à la différence des accidents du travail, qui finalement font toujours des morts nombreux en France, et ce depuis le début du XXe siècle, mais qui n'ont peut-être pas cette visibilité sociale qu'a l'automobile dans cette période de croissance économique. Tout à fait. Alors c'est un enjeu essentiel, parce que en réalité l'accident du travail, c'est une réalité qui est présente depuis les débuts de l'industrialisation, je dirais à une échelle massive, hein, dans les fabriques, dans les ateliers, dans les usines, dans les mines. Et donc des catastrophes, des accidents, il y en a quotidiennement, et ils font aussi beaucoup de morts et de victimes. Pourtant, c'est cette mortalité routière qui va servir aussi de levier, qui va constituer aussi un phénomène médiatique, à un moment où précisément ça devient inacceptable de mourir sur les routes, parfois à proximité des hôpitaux, mais aussi souvent en race campagne, là où il n'y a aucun dispositif pour prendre en charge les blessés. Alors il y a malgré tout des gens qui prennent ça au sérieux, notamment à Salon de Provence, parce que la Nationale 7 est accidentogène, et donc il y a des médecins qui s'organisent. Et tout le livre montre l'importance, on a parlé de Paris tout à l'heure, de ces laboratoires locaux où des gens prennent des initiatives, et ensuite on comprend que ça fonctionne mieux qu'ailleurs, et donc on va commencer à le généraliser. Donc l'histoire finalement de cette prise en charge médicale au XXe siècle, c'est beaucoup moins une histoire du haut vers le bas que du bas vers le haut. Beaucoup d'initiatives locales, en effet, qui vont inspirer les pouvoirs publics, parfois avec un délai d'inspiration et de mise en place assez long. Le cas de la Nationale 7 et du sud de la France, de cet espace qui est lié justement à ces lieux de départ en vacances, est un cas tout à fait important, puisque donc ce chirurgien Paul Bourret met en place en fait une première ambulance de réanimation en 1956. C'est un moment essentiel, parce que ça va inspirer ensuite ce décret de 1965 qui crée les SMUR, les services mobiles d'urgence et de réanimation, qui en fait permettent de quadriller le territoire et de répartir donc les ambulances dans 240 hôpitaux à l'échelle du pays. Donc là, c'est une première étape, mais même si on voit qu'une dizaine d'années plus tard, les choses ne sont pas encore complètement bien organisées. Je me suis intéressé en particulier à l'exemple d'une association de donneurs de sang bénévoles à Pierre-Latte, un petit peu au nord de Salon de Provence, qui en 68 se mobilise pour prendre en charge les blessés sur les routes, parce que en fait il y a chaque été des dizaines et des dizaines de blessés dans le centre de leur commune ou aux abords, dans les hameaux qui sont au nord et au sud de la commune. Donc on voit bien que toutes ces initiatives elles convergent, elles s'inspirent, elles permettent des dialogues, des rencontres. Il y a aussi beaucoup de conflits derrière tout cela, mais ça fait évoluer globalement le modèle qui va être ensuite repris à l'échelle nationale. Toute cette histoire est aussi une histoire de données et de statistiques, de chronométrage, de quantification du nombre de morts, du nombre de prises en charge, des moyens nécessaires, du prix d'une vie. C'est une évolution qui est à la fois une tendance longue au cours de la période. C'est aussi parfois un problème, parce que soigner plus vite n'est pas toujours soigner mieux, parce que parfois ça met plus de pression sur les professionnels de santé qui n'ont pas toujours les moyens de le faire. Donc la place des données dans cette histoire, c'est une place à la fois centrale et par certains côtés problématique.
En effet, alors les données sont présentes un peu partout, elles peinent à être harmonisées, hein, et c'est donc aussi ce qui rend difficile le pilotage des services d'urgence, notamment dans les années 80, hein, au moment où cette loi SAMU est votée, hein, en 85. Ça l'est encore aujourd'hui parce que finalement les critères qui sont pris pour évaluer, pour repérer les situations d'urgence et la manière dont on prend en charge les urgences ne sont pas forcément les mêmes partout. Et puis il y a aussi ce rôle en arrière-plan que j'ai essayé d'un peu approcher, hein, le rôle des assurances et de la prise en charge du risque, de la quantification et de la tarification du risque qui joue aussi, hein, dans cette histoire. Alors, le moment des années 1960-70, c'est vraiment le moment clé, parce qu'en fait, vous montrez qu'il y a une loi votée en 1985, mais finalement, l'essentiel est fait avant. La loi fixe des choses qui ont été finalement organisées et qui sont mises en place avant, notamment à l'hôpital où une spécialité s'impose, qui est celle d'anesthésiste réanimateur. Et donc, on parlait au début de l'émission de la réanimation comme perspective de savoir, mais là, en pratique médicale, c'est devenu quelque chose qui s'est imposé. C'est une spécialité qui en effet se construit progressivement, qui se construit beaucoup en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, pour revenir aux héritages des guerres. Alors notamment avec les apports de la médecine plutôt anglo-états-unienne, qui va beaucoup marquer les médecins français. En particulier, je pense à une femme qui était une des premières anesthésistes que j'ai pu rencontrer, hein, Yvonne Novian, qui joue un rôle très important dans la stabilisation des gestes d'urgence. Et c'est vrai que dans les hôpitaux, les anesthésistes réanimateurs progressivement territorialisent leur spécialité dans les services et vont s'imposer comme les médecins les plus à même de traiter les situations d'urgence, parce que ce sont eux qui finalement ont un savoir des états limites, un savoir aussi sur le souffle et sur la manière de remettre en fonction des métabolismes qui sont en détresse. Et donc au départ, cette spécialité, elle est relativement marginale, voire méprisée. C'est pas du tout en fait ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et donc les travaux aujourd'hui qui s'intéressent à la question de l'anesthésie réanimation et qui montrent que c'est une des spécialités en fait de l'élite médicale. C'est pas du tout ce cas-là dans les années 50-60. On est plutôt dans une affaire un peu de bricolage, puisque il faut trouver des moyens, il faut construire des choses qui n'existent pas encore dans les textes et dans les structures hospitalières. Alors ces structures hospitalières, justement, elles n'ont pas encore l'apparence qu'elles ont aujourd'hui, même si aujourd'hui on pourra parler des problèmes actuels très, très lourds, mais avec des salles d'attente spécifiques, avec des box d'examen, avec des accès parfois à voitures spécifiques pour ces ambulances ou même les voitures particulières, etc. Il y a toute une configuration spatiale qui se met en place. C'est pas le cas au début des années 70, c'est quelque chose qui là aussi se transforme. L'apparence même des hôpitaux change et leur capacité d'accueil des malades ou blessés en urgence commence à se mettre en place. Oui, dans les grandes transformations de l'hôpital, en particulier de l'hôpital public des années 60-70, de plus en plus, on voit que la question de l'urgence est prise en considération, mais il faut des textes complémentaires, des réglementations complémentaires pour définir et donner en fait tout un ensemble de normes pour préciser comment on va organiser ces services d'urgence. Ça commence en 65, donc une première circulaire qui explique comment on doit organiser les urgences dans les hôpitaux en fonction du type d'hôpital. Et puis, dans les années 70, en 75 en particulier, on va repréciser cela en s'appuyant sur la hiérarchie qui existe entre les établissements et qui permet justement de distinguer différents espaces dans lesquels eh bien, on va traiter les urgences selon une procédure qui devient de plus en plus harmonisée à l'échelle du territoire. Sachant que c'est une des choses les plus fascinantes dans le livre que vous racontez, c'est que ces hôpitaux qui se modernisent pour être capables de traiter les urgences, en fait, en se modernisant, retrouvent ce qui est leur fonction primitive sous l'Ancien Régime, pratiquement, qui est en fait le lieu d'accueil du tout venant, des indigents. L'hôpital, au départ, c'est pas le lieu où on soigne, c'est le lieu où on héberge la misère, et la misère et la maladie. Et du coup, en créant des services d'urgence, finalement, on permet de nouveau aux populations les plus fragiles et les plus vulnérables, ne sachant pas trop où aller ou comment se soigner, d'aller dans ces services et d'espérer une prise en charge. Tout à fait, l'hôpital reste ou redevient un lieu d'hospitalité, et ça c'est vraiment une des choses qui m'a le plus intéressé quand j'ai travaillé sur cette question dans cette enquête, c'est de voir comment dans le même moment, au fond, l'hôpital se technicise et s'affirme comme un plateau technique qui va permettre de gérer des situations extrêmement précises, aiguës, des cas d'urgence vitale qui nécessitent en fait le travail commun de plusieurs spécialités et de techniques extrêmement pointues.
En même temps, on voit bien que les populations vulnérables, des affiliés, viennent dans les hôpitaux, que ce soit des alcooliques, des personnes qui sont sans domicile, des personnes aussi qui ont des troubles psychiatriques qu'on ne va pas forcément cadrer comme tels au départ. Et quand on voit les statistiques ou les thèses de médecine que j'ai beaucoup étudiées sur les années 60-70, d'étudiants et d'étudiantes en médecine qui s'intéressent au fonctionnement de ces services, on voit qu'il y a généralement entre un quart et un tiers des populations qui fréquentent ces services qui sont en fait ces populations qui viennent à l'hôpital pour trouver un lieu d'accueil. Donc c'est à la fois une modernisation des hôpitaux et en même temps un retour à cette fonction ancestrale, on pourrait dire, d'hospitalité. Alors, l'urgence finit par s'organiser notamment avec l'attribution d'un numéro d'urgence, mais on apprend en vous lisant que ça a mis du temps, et donc tout le paradoxe du livre, c'est la lenteur de l'urgence. L'urgence est aujourd'hui une évidence, bien que sous-financée ou avec des problèmes d'organisation, mais en tout cas une évidence sociale que lorsqu'il y a quelqu'un en danger de vie ou de mort, eh bien, il y a une urgence à le soigner. Ça a mis du temps à s'imposer, et notamment parce que le ministère des Postes, téléphones et télécommunications a mis beaucoup de temps finalement à lâcher des choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est joué dans ces réunions très techniques ? Dans les années 60, le ministère de la Santé, je parlais tout à l'heure de René Coirier, prend conscience de l'importance d'avoir un numéro d'appel unique pour les détresses médicales, en s'inspirant en cela de deux modèles. D'abord le modèle belge, en particulier la ville d'Anvers, qui met en place un numéro en 59, le 900, et beaucoup plus précocement l'URSS, avec le 03 qui fonctionne en fait depuis plusieurs décennies et qui permet en fait de joindre les stations d'ambulance pour envoyer justement des véhicules sur les lieux des accidents et des détresses. C'est ça que voulait dire Georges Marchais quand il disait bilan globalement positif du communisme, il pensait au 03, c'est donc ça. Sans doute, en partie. En tout cas, le modèle soviétique est très très important dans le modèle français des SAMU, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai que la lenteur de cette politique, eh bien, elle tient au fait que le ministère des Télécommunications, au départ, ne peut pas techniquement libérer un canal qui serait dévolu aux urgences médicales. Le 17 et le 18 existent déjà. Oui, donc quand ils disent qu'ils ne peuvent pas, on peut avoir quelques doutes quand même. On peut avoir quelques doutes. Il y a aussi un lobby très fort du ministère de l'Intérieur en particulier, avec le 17 et le 18, qui, il faut le rappeler, dans les années 60 et 70, ne sont pas encore généralisés. Il y a beaucoup de casernes de pompiers qui ne sont pas du tout reliées au 18, et donc on a souvent des numéros d'appel qui sont faciles à retenir. Voilà. Et donc dans un premier temps, les SAMU, les premiers services, vont aussi demander à avoir des numéros un peu spécifiques. Ici ou là, on a le 0707, le 42 42 42 dans la Loire en particulier. Et donc René Coirier et ses collègues vont demander à ce ministère de créer un canal spécifique au terme de négociations qui vont prendre plusieurs années et aussi finalement à une politique d'envergure qui est mise en place autour de 70, une politique de sécurité routière qui implique personnellement le Premier ministre Chaban-Delmas. On a une prise de conscience que cette création d'un numéro spécifique pour les urgences médicales devient nécessaire, et donc le canal est finalement accordé à la fin des années 70 et le 15 commence à se structurer dans les années 80 et à être généralisé avec la loi SAMU de 85. Oui, parce qu'il faut rappeler une époque où tout le monde n'était pas raccordé de la même manière au téléphone et tous les numéros n'étaient pas composables partout sur le territoire. Ça paraît évidemment de la préhistoire aux gens qui nous écoutent, mais ça a été le cas. On aboutit à cette situation à la fois qui est une réussite et un paradoxe où aujourd'hui, globalement, le ministère de la Santé a réussi à organiser quand même et à chapeauter tout le système, mais sans avoir un monopole total, dans la mesure où il y a toujours des pompiers, il y a toujours des associations, il y a toujours des secouristes, je pense au secours civil. Enfin voilà, il y a toute une série de choses qui ne dépendent pas toujours institutionnellement du ministère de la Santé, mais c'est un écosystème de l'urgence dans lequel ils ont réussi un peu à être les chefs d'orchestre, c'est ça ? Tout à fait. Donc dans les années 60, le ministère de la Santé va essayer de s'imposer comme une institution qui peut justement avoir la main sur l'organisation de l'urgence, ce qui n'est absolument pas disons naturel dans ces années, avec le rôle tout à fait important du ministère de l'Intérieur, à la fois avec la police, mais aussi toute la question de la protection civile, et en particulier du maillage du territoire par les sapeurs-pompiers, qui sont des acteurs essentiels et qui se structurent en parallèle en fait des premiers services d'urgence et ensuite des SAMU. Donc le ministère de la Santé va gagner une légitimité, en particulier en s'appuyant sur les affinités avec des médecins, avec des directions hospitalières tout au long des années
60 au début des années 70. Et c'est vraiment cet accord et cette collaboration, on pourrait dire, à différentes échelles, à différents niveaux, qui va permettre aussi au ministère de la Santé d'avoir un peu voix au chapitre et de s'imposer dans ces discussions interministérielles au début des années 70 dans le cadre de la sécurité routière, hein, du plan qui est mis en place à l'échelle nationale pour pouvoir, avoir le monopole sur l'urgence médicale et faire asseoir l'idée finalement que ce sont les médecins les plus à même d'organiser les urgences les plus graves, les urgences vitales. Est-ce que les acteurs que vous étudiez des années 1970, certains ont le pressentiment ou pointent la question de la possible saturation des urgences et en gros, est-ce que vous voyez un peu les linéaments des questions qui se posent aujourd'hui? On sait qu'il y a on ne peut pas faire une émission entière là-dessus, mais qu'il y a plein de gens qui en parlent, hein, une crise des urgences hospitalières dans ce pays. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut voir par certains côtés les prémices ou la préoccupation? Oui, alors la question du tri et qui rejoint la question des fausses urgences est présente dès la création de ces services. Dans les années 70, lorsque le 15 est mis en service, lorsque les urgences sont structurées dans les hôpitaux, un certain nombre de médecins vont dire que si on laisse ces services complètement ouverts, si on donne un numéro d'appel unique pour l'ensemble de la population, on va être saturé, on va être engorgé. Et donc on voit régulièrement des articles dans la presse généraliste, mais aussi dans la presse médicale, et des rapports sur ce thème des fausses urgences, qui sont même en fait une catégorie statistique. Par exemple, lorsqu'on suit les statistiques des sapeurs-pompiers à la fois de Paris, mais aussi à l'échelle nationale, il y a une catégorie faux appels, enfin voilà, erreurs et fausses urgences, qui est une catégorie un petit peu large, un petit peu lâche. Donc on voit que cette thématique, elle est bien présente dès le départ. Certains médecins vont même faire pression pour que le numéro en fait des SAMU au départ, alors avant qu'on pense que le 15 soit créé, que le numéro des SAMU soit réservé en fait aux médecins généralistes et que seul le médecin généraliste puisse réaliser en fait un appel vers les services spécialisés. Donc il y a bien cette idée d'un nécessaire filtre ou filtrage des appels et des procédures qui renvoie en partie, même si le contexte a changé, hein, à cette idée d'un tri qui devrait être plus efficace, plus opérant aujourd'hui dans les services d'urgence. Quel regard vous portez comme historien sur la situation contemporaine ? La situation contemporaine, elle est marquée essentiellement par, en fait, on va dire deux choses qui sont qui expliquent la saturation des services d'urgence. D'une part, le fait que la médecine de ville s'est largement désengagée de la prise en charge des urgences, le fait que la médecine de ville est devenue très très peu accessible et que dans un ensemble de territoires, hein, une partie non négligeable de la population n'a pas de médecin généraliste, donc ça rend les choses compliquées. Le fait que les médecins généralistes ne soient plus obligés d'assurer des gardes est aussi un problème, puisque ça redirige l'ensemble des pathologies, des problèmes vers les urgences au sens large. Et puis l'autre facteur un petit peu plus large, un petit peu plus structurel, c'est que notre système de santé, il a été essentiellement construit autour de la logique curative et pas tellement sur la logique préventive. Et donc on attend souvent un peu le dernier moment avant de consulter, avant de solliciter une aide. Évidemment, il est souvent trop tard. Donc c'est vrai que dans cette question de l'urgence que j'ai étudiée, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que derrière la question de l'urgence vitale, on n'a pas seulement affaire à une structuration d'un système qui permettrait de prendre en charge les cas les plus graves, mais on a aussi l'idée que l'urgence, c'est aussi la prévention de l'aggravation. Et donc ça, c'est ce que j'ai pu observer en particulier dans les mondes du travail. Prendre en charge rapidement un accident qui peut apparaître léger, c'est éviter en fait une aggravation ultérieure et une situation qui sera beaucoup plus lourde en termes de prise en charge, mais aussi en termes de financement par le système de santé. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture ou autre d'ailleurs que vous voudriez partager à ce micro ? Je suis en train de lire un livre passionnant de deux de mes collègues, Marie Derrien et Mathilde Rossignol, Dernière folie, qui porte sur ces relations entre la vieillesse et la folie et la pathologisation en fait des populations âgées, en particulier en institution. Et donc c'est aussi un apport important à cette histoire de la santé à laquelle j'essaie de contribuer. Voilà, publié au Seuil, Dernière folie de Marie Derrien et Mathilde Rossignol. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.